Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas et Maud Koffler. On parlait de cette entreprise de Nicolas Salzar qui fonctionne du tonnerre de Dieu. Et puis il y a les commerçants qui ne sont pas bien, ceux qui animent vos rues, vos quartiers. Nous sommes avec l'ancien président de la Confédération des commerçants de France pour en parler. Bonjour Charles Melzer. Oui, bonjour. Charles Melzer, j'ai cru comprendre que vous aviez 39 ans. Et en fait, malheureusement dans le désordre. Voilà, donc si on inverse, ça fait 93 ans. Vous savez, je me rends jamais compte de mon âge. Je me rends compte de mon âge quand je vois, par exemple, à la télé ou à la radio, d'un gars qui est mort à 80 ans. Là, je réalise ce que j'ai. Je dis merde, il a pas de peau, lui, il part quand même un peu plus tôt que... C'est vrai, avec l'espérance de vie, maintenant 80 ans, c'est quand même jeune. Moi, de ma génération, quand vous en aviez 60, déjà vous en aviez pris un coup dans les moustaches, hein. Et maintenant, 80, on trouve que c'est pas vieux. Et j'avais un très bon ami qui s'appelle Jacques Puiset. Quand on lui demandait son âge, il dit j'ai 13 ans. Je lui dis tu as 13 ans? Oui, il me dit l'espérance de vie étant de 80, comme j'en ai 93, eh bien j'ai 13 ans de vie de plus. Chaque jour est une conquête de plus. Jusqu'à 80 ans, on perd un jour chaque fois qu'on se lève le matin, et à partir de 80 ans, on gagne un jour. Voyez l'optimiste, voilà. Vous savez, dans les sondages médicaux, ils disent que de toute façon, un enfant qui est né aujourd'hui a des grandes chances de vivre centenaire. Le problème, c'est de savoir dans quel état. Alors, dans quel état, je veux dire, dans quelle époque? Dans quelle époque on vit? Et dans quel état? Il ne s'agit pas de vivre centenaire. Si vous êtes grabataire et vous êtes cuit, c'est pas la peine. Alors, 93 ans, moi j'aime bien avoir des observateurs qui ont un petit peu de, j'allais dire, de distance, oui. Qui ont du bagage pour pouvoir témoigner. Non, comme j'ai dit hier soir, appelez-moi maître, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler grand maître, si vous voulez. Alors, la France dans tous ses états. Alors, vous l'avez vu dans des états divers et variés. Vous l'avez connue grande, vous l'avez connue heureuse, vous l'avez connue glorieuse. Aujourd'hui, elle est un petit peu abîmée. Quelle est votre première activité professionnelle? Est-ce que vous en souvenez? Il y a combien de temps et c'était quoi? C'était quoi? Bien, écoutez, un jour, j'ai été chercher un cousin qui travaillait dans une boutique d'habillement. Vous pouvez me donner l'année? Donnez-moi l'année. Voilà. En quelle année? En quelle année? En 1952, je crois. Il restait, je suis né de 50 ans, il me restait 7 ans avant de naître, vous voyez, donc. et donc j'étais le chercher, et voilà ce que ça a donné, vous voyez l'évocation. J'étais pas trop mal habillé, et il y avait plein de monde. Et il y a une dame qui est venue vers moi, pensant que j'étais le vendeur. Elle m'a dit, je voudrais voir cette chemise et tout ça. Et donc, j'ai dit, bon, j'ai dit, quelle encolure? Alors, elle m'a dit 42, par exemple. Et après ça, j'ai dit, vous avez une cravate pour mettre avec? Elle me dit non, je choisis une cravate. Et il y avait donc la caissière qui était la patronne. Je ne savais pas que c'était la patronne. Elle appelle son mari, elle dit, mais t'as pris un nouveau vendeur, t'aurais dû me prévenir. Alors, et là-dessus, mon cousin, évidemment, que je venais chercher, il dit, non, mais c'est mon cousin. Et le gars, il dit, bon, vous restez là, qui me dit le patron, il me dit, samedi prochain, parce que je travaillais pas le samedi, vous voulez venir faire des extras? Ça m'avait plu, l'habillement. Vous voyez à quoi ça... Vous voyez, Charles Melzer, qu'une confusion d'un client peut engendrer une vocation. Voilà. Non, mais c'est curieux, vous savez. C'est extraordinaire, mais c'est le destin, c'est la destinée. C'est ça. Alors, voilà, on va mettre un peu les pieds dans le plat. Parce que la situation fait qu'un observateur tel que vous a certainement des choses pertinentes, courageuses et parfois dérangeantes à déclarer. Vous êtes en plus un professionnel de l'habillement. On est d'accord que l'habillement, c'est-à-dire le textile, est certainement le secteur de l'industrie française qui a été le plus malmené, le plus abandonné. C'était une des gloires de la France en termes d'économie. Le textile et filature du Nord, Boussac-Saint-Frère. Comment on a fait aujourd'hui pour arriver à éradiquer ce patrimoine fabuleux pour notre industrie, pour notre économie? Vous savez, quand vous donnez la direction d'un camion, parce que la France est un grand camion, vous leur donnez les clés de ce camion, et vous n'avez pas le permis de conduire, eh bien voilà ce que ça donne depuis 45 ans de reculade en reculade. On a reculé sur tout. Je vais répondre quand même directement à votre question, mais j'en sens une. Quand vous pensez, sur le plan sécurité, que une femme sur 20 veut bien sortir après 22 heures sans être accompagnée, 99% des femmes n'osent même pas sortir. Quand vous loupez tout,
de A jusqu'à Z, eh bien le camion il est rentré dans le mur, là on est dans le mur. Mais heureusement qu'il y a des gens comme moi pour le redresser. Bien sûr, bien sûr. Alors il y a qui sont très modestes évidemment. Bien sûr. Un autre patron comme vous, c'était presque votre exemple, il disait c'est comme si on donnait les clés, j'allais dire d'une Rolls ou d'une Ferrari à quelqu'un qui n'a conduit dans cette vie qu'une 4L ou qu'une Clio. Voilà, c'est un peu la dichotomie. Alors ma question était précise et là je veux que vous me répondiez précisément. Il y avait un secteur textile de l'habillement, voilà, du prêt-à-porter français. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à ce point qu'aujourd'hui, quand on s'habille étranger? Alors je vais vous dire, je vais commencer par le commencement. Oui. Vous n'étiez pas né, et bon non plus. Encore moins que moi. Il y avait des quotas. Oui. Quand les quotas ont sauté, la grande gueule que vous avez devant vous, tout de suite a dit, j'étais président de la Fédération nationale de l'habillement à l'époque. Oui. Après, je suis passé par au-dessus. J'ai dit tout de suite que c'est une véritable connerie et c'est redoutable. Non, mais il y a des accords, il y a l'Europe, il y a ceci, il y a ma grand-mère, il y a n'importe quoi. L'Europe devait nous sauver, la préférence communautaire, c'était fait pour ça. Voilà. Eh ben, alors... Ils n'ont rien sauvé du tout. Vous avez des gens, ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que la France, elle, c'est le pays de la mode. Nous n'avons pratiquement plus de fabricants français. C'est ça qui est inexplicable. Et par contre, moi je voyage un tout petit peu. Les Italiens sont en train de nous faire des croupières terribles parce que les Italiens ont gardé leur truc. C'est du Made in Italy. Absolument. Avec des ateliers. Les Espagnols, on a passé quelques jours en vacances. Oui. Les Espagnols maintenant, Made in Spain. Made in Spain. Et j'ai parlé avec des Espagnols, ils disent on a compris, parce que maintenant on a relocalisé pas mal de trucs, parce que nous on n'est pas couillons. Vous savez, hier soir j'étais dans une émission un peu concurrente à la vôtre. Tout à fait. Et je peux sur vous BFM dire TV, vous avez été excellent d'ailleurs, on vous a regardé. Merci beaucoup. Et je peux vous dire que maintenant il faut faire très très attention. Il faut maintenant, ils sont en train de charger à chaque fois que vous parlez d'impôts, que vous parlez de charges et tout, vous tuez complètement le système. Vous comprenez? Maintenant, il faut faire de la croissance. Et eux ne font que de la décroissance. Moi, de toute façon, vous avez entendu ce que j'ai dit hier soir. Oui, je vais y venir après. J'ai vos solutions, je vais vous les faire décrypter. Elles sont pas si folles que ça. Et j'ai posé la question à quelqu'un. J'ai dit, Charles Mercer a proposé ça et ça. Il m'a dit, ça, c'est une piste à examiner parce que ça pourrait évidemment relancer la croissance. Je vous préviens que je prends 10% sur ce que vous dites. Alors, on vous donnera 15 parce que si vous sauvez la France, je peux vous dire que ça méritera mieux que ça. Charles Mercer, vous êtes un industriel ou un gros artisan? Comment vous vous situez dans le paysage économique français? Un chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Ouais. Quand vous avez lancé vos premières affaires, je pense que vous en avez eu plusieurs, il y avait des contraintes déjà. Quel est le problème? Elles étaient moindres, je parle aux charges sociales par exemple, ou aux lois du travail. C'était acceptable ou c'était déjà contraignant? C'était déjà quand même plus acceptable parce que quand vous avez une fiche de paye, vous avez des fiches de paye comme tout le monde. Quand vous regardez là-haut... Il y avait quoi? Il y avait 5 lignes? Le chiffre, il est pas mal. Oui. Et en bas, à quelque chose près, ça ressemblait beaucoup. L'écart était que moins maintenant, vous regardez là-haut, c'est beau, mais quand vous regardez en bas ce qui va être viré sur votre compte, ça s'est écroulé. On se demande s'il y a un problème. On est le pays qui a le plus de redistribution du monde entier. Là, on est champion du monde. Alors maintenant, quand on réfléchit et qu'on n'est pas trop bête, parce que je vais être poli ici, eh bien, vous savez ce qu'on fait quand la barque est en train de couler, on écope. On vide pour ne pas couler parce qu'autrement on est au fond. Là, ils n'écopent pas, ils parlent simplement. Les grands spécialistes du commerce, les grands spécialistes qui ont fait des grandes études, qui sont à Bercy, ils ne connaissent que taxes, impôts, et on en rajoute, et on en rajoute, et on en rajoute. Ça, c'est pas de la croissance. Tout ce qu'ils disent, c'est de la décroissance. Moi, d'un seul coup, je veux faire vraiment de la croissance. Voilà. Oui, alors une croissance, j'allais dire, cohérente et harmonieuse avec l'économie. Est-ce que vous considérez qu'on est allé chercher, qu'on a emprunté à l'étranger des richesses que nous n'avions plus chez nous pour financer le système social français? Mais écoutez, c'est tellement bête. Je vous dis exactement ce que j'ai dit hier soir. On ne devrait jamais emprunter à l'étranger. Vous savez, comme je suis à la retraite, je me suis occupé avec des copains, j'étais vice-président de la CGPME, et je leur ai dit, voilà ce que je pense. Ils m'ont dit, c'est génial. Voilà ce que j'ai pensé. Nous avons 3 000 milliards 200 millions de dettes. Oui. Et les gens, par crainte, d'autres par possibilité, ont mis de l'argent de côté, 6 000 milliards 400 millions, sans compter
l'immobilier. C'est une des plus fortes du monde. Sans compter l'immobilier. Les pailles françaises, le bas de laine français. Cet argent-là, nous, on s'est renseigné, rapporte entre 2 et 2,5. Oui. Brut, quand il vous arrive dans la poche, c'est à peine 2. Moi, je propose pour 3 ans, mon contrat est de 3 ans, c'est facile. Mon contrat est de 3 ans et voilà ce que je propose. À partir du 1er janvier 2026. 2026, hein, pas 2027, 2026. 2026. Moins 10%, moi je remets de l'essence dans le moteur. C'est-à-dire, je vous mets de l'argent dans votre poche. Alors, moins 10% sur quoi? Moins 10% sur l'impôt sur le revenu. Ah, vous baissez les impôts? Oui, monsieur. Ce que je vais vous dire aujourd'hui à Sud Radio, ça va coûter la peau des fesses, mais ça va c'est ce qu'on va vous dire. Vous payez ça comment? Alors, ça va vous rapporter 3 fois ce que vous allez dépenser. Je continue. En ce qui concerne les entreprises, et ça c'est vraiment mon truc, moins 20% à partir du 1er janvier 2026, moins 20%. Vous faites un sur aspirateur. Les charges sociales, vous faites sur la fiche de paie dont vous parliez, oui, 20%. Moins 20% sur toutes les charges des entreprises. Vous faites un aspirateur de trafic que normalement, d'après les gars qui m'ont dit aussi bien de la CGPME et même de certains de copains que j'avais au MEDEF, le minimum c'est 2 millions d'emplois, voire plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens que je connais. Je sais, j'engagerais bien quelqu'un à Sud Radio, mais là, maintenant, mes charges sont embourrées. Mais si ça décharge, peut-être je prendrai une personne de plus ici. Je vous dis n'importe quoi, vous comprenez? Pourquoi pas? Mais voilà ce qui se passe. On en est là, les gens... Bon, et en plus, ma proposition de moins 20% sur les entreprises, il va y avoir des entreprises de l'extérieur qui viennent s'installer ici parce que les charges sont moins chères que chez eux. Donc vous créez un aspirateur formidable. Ça va augmenter la compétitivité de la France. Si on fait... Alors, moins 10 sur les impôts, moins 20 sur les charges sociales, ça fait une jolie somme quand même. Ça fait une très jolie somme et une très belle dépense. Alors vous la financez. Ça, c'est la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle en même temps arrive. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous avons 3 000 milliards de dettes. Et nous avons plus de 6 000 milliards d'argent de côté des gens mal placés. Dans le bas de laine, parce que je leur ai dit combien vous touchez en vérité. Il y en a qui disent à peu près 10%, il y en a moins. Moi, je fais un truc pour 3 ans. De 4% net d'impôts, pas obligatoire. Sur l'emprunt, un emprunt 4% net d'impôts. Un emprunt national couvert par l'État de 4% net d'impôts. Façon emprunt Pinet des années 60, vous exactement, voilà. Exactement. Je voulais pas vous en parler parce que ça fait un peu dinosaure, vous comprenez. Sauf que c'est une grande étape dans l'économie française, ça fait du bien. Alors donc, 4%, je me suis renseigné à des gens qui avaient un petit peu d'épargne, j'en avais beaucoup d'épargne, et j'en avais certains qui avaient énormément d'épargne. Ils me disent, je déplace l'argent tout de suite sur ton truc, parce que moi, 4% net d'impôt, je n'ai jamais vu. Pourquoi je dis 4%? On est en train d'acheter de l'argent à l'Arabie Saoudite, au Qatar, et je vous en passe, c'est des meilleurs, et on va leur filer pratiquement 4%. Moi, je veux que ce soit mes Français qui le touchent. Moi, je suis cocorico. Et moi, si vous voulez me vexer, c'est quand vous me racontez, je suis obligé de vous déclasser. D'abord, je vous augmente vos intérêts, et je me fous de votre gueule en vous déclassant devant tout le monde. Charles Melzer, il nous reste malheureusement qu'une minute pour cet entretien. Je voudrais vous poser une question. Dans vos fonctions, vous avez toujours été de ceux qui montent au créneau. Est-ce que la corporation ne manque pas finalement de gens qui, je vais le dire trivialement, ouvrent leur gueule, comme vous, Charles Melzer? Non, à part moi, j'en connais pas. Toujours humblement. À part moi, j'en connais pas, parce que je vous dis, c'est quand même malheureux. Bon, je suis... C'est ce que vous pensez, peut-être le bon client pour une station. C'est pour ça que j'étais invité quand vous parlez librement, mais vous savez, à votre âge, on peut dire ce qu'on veut, on n'a pas de preuve à donner, et donc on parle librement, et ça c'est un grand avantage. Et on m'a demandé hier, qu'est-ce que vous pensez pour démissionner, qu'est-ce que j'ai répondu? Que c'était la plus belle connerie. Parce que si nous n'avons pas de gouvernement pendant au moins 3 mois, c'est une catastrophe. C'est des milliards qui partent. On va voir si M. Roland Lescure accepte de vous recevoir, et M. Sébastien Lecornu aussi, ça serait bien. Alors peut-être qu'ils vous ont écouté hier soir, on leur transmettra en tout cas le message. Charles, merci d'être venu. On va se retrouver bientôt parce que je pense que les sujets que vous soulevez seront encore d'actualité dans quelques temps. Il y a quelqu'un qui me connaît bien ici. Vous restez avec nous.